Nous allons voir maintenant ensemble le groupe des tumeurs sudorales. Nous allons commencer par le groupe des tumeurs porales bénignes. Les tumeurs porales bénignes, il y en a 4, le poromécrine, le porome intraépidermique, la dermal duct tumor et l'hydradénome poroïde. Cliniquement, ce sont toutes des tumeurs qui sont des tumeurs bénignes et qui sont des tumeurs plutôt de l'adulte. La seule à avoir une clinique un petit peu particulière, c'est le poromécrine, qui est une tumeur qui va fréquemment se présenter au niveau acral, des paumes et surtout des plantes, sous la forme d'une lésion rosée, bien limitée, avec parfois une collerette épidermique un peu squameuse. Les autres tumeurs, porome intraépidermique, dermal duct tumor et hydradénome poroïde, vont avoir une clinique en général assez peu parlante. Le point commun, c'est pour ça qu'on les recoupe de ces tumeurs porales, et qu'elles présentent toutes les 4 la même cytologie dite porale. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles sont constituées de cellules tumorales qui sont d'aspect monomorphe, en général grossièrement polygonales, de petite taille, avec un noyau rond central, ou éventuellement ovale. Le rapport nucléosimétrique est plus élevé que celui des kératinocytes adjacents et par contre, elle présente aussi des ponts intercellulaires, des desmosomes, qu'on devine en général à fort grossissement. Elles vont présenter une formation de lumières canalaires qui sont souvent assez peu nombreuses et qui sont dispersées au sein de la prolifération. Donc là, ici, vous en avez quelques-unes, par exemple ici, ici, et une lumière un petit peu plus anfractueuse à ce niveau-là. Alors il y a d'autres aspects particuliers qu'on observe occasionnellement dans les tumeurs porales bénignes. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'aspect de nécrose en masse. Alors la nécrose en masse, en français dans le texte, même dans les textbooks anglais, c'est cet aspect un peu particulier, dont débris éosinophiles qui effectivement ressemblent à de la nécrose cellulaire et qui est souvent en continuité avec des noyaux parakératosiques et qui forment eux-mêmes une transition avec les cellules porales de la tumeur. Alors ça correspond probablement plutôt en fait à une espèce de kératinisation particulière porale qu'à vraiment de la nécrose. Un autre aspect qu'on voit régulièrement dans les tumeurs porales, c'est la présence d'un stroma hyalin homogène particulier qui est très fréquemment associé autour des amas tumoraux. Donc ces aspects cytologiques qui sont communs aux 4 tumeurs du groupe des tumeurs porales bénignes. Et ensuite, ce qui va les différencier, c'est l'architecture de la prolifération. Et elle va définir l'appartenance à 4 sous-types. Le premier sous-type, c'est le porome intraépidermique. Dans la littérature anglo-saxonne, ça s'appelle aussi l'hydroacanthoma simplex. Et donc c'est une tumeur qui va se définir par une architecture en nid arrondi, intraépidermique, de silhouette horizontale. Donc là, il n'y a pas de composant dermique, c'est uniquement intraépidermique sous forme de nid bien délimité avec un aspect clonal par rapport à l'épiderme adjacent. Le deuxième type d'architecture, et probablement l'un des plus fréquents, c'est celui du poromécrine. Dans cette tumeur, l'architecture va associer soit des amas, soit des travées, avec un mélange souvent d'aspects exophytiques ou endophytiques. Vous avez par exemple ici cette lésion qui est un peu en relief et qui en même temps, en plus de son raccordement à l'épiderme, s'invagine dans le derme sous la forme d'amas plutôt bien limités. À droite, un autre exemple d'une lésion plutôt exophytique et avec une architecture ici qui est plutôt un peu trabéculaire. On notera qu'en plusieurs endroits, la prolifération tumorale se raccorde à l'épiderme dans les 2 cas. C'est une des caractéristiques de cette architecture du poromécrine. Le troisième type d'architecture, qui est assez rare, c'est l'architecture de la dermal duct tumor. La dermal duct tumor, elle va présenter une architecture avec des petits amas solides, multiples, sans connexion à l'épiderme, et qui se trouvent donc uniquement dans le derme. C'est ce que vous voyez ici, sur ces nombreux petits amas dermiques, certains comportent des lumières. Dernier type d'architecture, c'est l'architecture de l'hydradénome poroïde, qui n'est pas si rare. C'est une architecture solide et kystique, formant un nodule dermique qui peut être parfois raccordé à l'épiderme, mais qui est plutôt habituellement dermique pur. Donc vous avez une association entre une composante solide, ici, et une composante kystique, avec une paroi qui est parfois fine. Voilà.
Donc architecture assez typique de l'hydradénome poroïde. Cette architecture solidikystique dermique, on la reverra ensemble dans l'hydradénome nodulaire, qu'on verra ultérieurement. Ici, retenez que cette association avec cette architecture solidikystique dermique plus une cytologie poroïde, c'est égal au diagnostic d'hydradénome poroïde. Alors les diagnostics différentiels des tumeurs porales bénignes, ça dépend de l'architecture, en l'occurrence c'est de quelle tumeur porale on parle. Pour le porome et le porome intraépidermique, on peut éventuellement discuter une kératose séboréique. La cytologie est un tout petit peu différente entre la cytologie porale et la cytologie des kératinocytes basaux l'on observe dans la kératose séboréique, et dans une kératose séboréique, c'est plutôt une formation de pseudokystes cornés, il n'y a normalement pas de formation de lumière. Voilà. Dans le porome, le diagnostic différentiel, c'est sa contrepartie maligne aussi, le porocarcinome bien différencié. Le diagnostic n'est pas toujours si facile et va se reposer essentiellement sur l'identification d'atypie, de mitose atypique, d'un aspect infiltrant. Voilà. Sachant que dans un porocarcinome, un porocarcinome peut se développer sur une tumeur porale bénigne préexistante, un porome par exemple, et que ça va même vous aider dans certains cas de porocarcinome où la différenciation n'est pas évidente à identifier qu'il s'agit bien d'une tumeur développée sur une tumeur porale préexistante. L'hydradénome nodulaire, par rapport à l'hydradénome poroïde, c'est la même architecture, par contre la cytologie est différente. L'hydradénome nodulaire, en général, d'abord, ce n'est pas une cytologie porale, et ce sont en général plusieurs types cellulaires. En général, il n'y en a pas qu'un seul, et il y a souvent une association entre des cellules de petite taille, des cellules claires, éventuellement un peu des cellules mucosécrétantes. Voilà, donc un aspect un peu différent, même si l'architecture est la même. Passons maintenant au syringome. Alors le syringome, c'est une tumeur sudorale bénigne qui survient en général plutôt chez la femme et souvent chez l'adulte jeune. Ça va se présenter sous la forme d'une papule asymptomatique qui peut être soit unique et qui est aussi souvent multiple, en général de manière symétrique et souvent sur le visage, les paupières, les joues. On peut aussi avoir des formes éruptives et il y a quelques associations syndromiques, notamment par exemple dans le contexte de la trisomie 21. Donc là vous avez ici plusieurs exemples de syringomes multiples, plutôt dans des formes un peu éruptives, avec ici ces lésions multiples des joues qui sont un petit peu surélevées et un peu pigmentées, ces lésions multiples hyperpigmentées du tronc et ces lésions ici de la paupière, plutôt ces petites lésions papuleuses couleur chair ou translucide. Au microscope, le syringome est constitué d'une prolifération qui est dermique pure, sans composants raccordés à l'épiderme, et qui est fait de petites travées, cordons et de petites lumières arrondies, bien limitées. Il y a une réaction fibreuse au contact de la lésion, et quasiment par définition, la lésion est bien limitée et ne s'étend pas dans le derme profond ou dans la graisse sous-cutanée, et donc on peut en général tracer une délimitation relativement nette. À plus fort grossissement, on retrouve cet aspect de petits cordons, travées, tubes, et certains tubes, quand ils se prolongent par une travée épithéliale, dans leur prolongement ici, un autre ici, ont été comparés à l'image d'un tétard, c'est ce qui est marqué dans tous les livres. Je vous laisse apprécier par vous-même si cette comparaison est justifiée ou non. Les formations luminales, elles sont arrondies, elles sont faites d'une double couche de cellules cubiques aplaties et on a souvent un matériel un peu éosinophile, amorphe, qui fait matériel un peu de sécrétion protéique. Par définition, le syringome ne présente pas d'atypie cytonucléaire, ne présente pas d'activité mitotique notable et il n'y a pas d'engainement nerveux. Si un de ces critères est présent, il faut probablement remettre en cause votre diagnostic. Et on a souvent donc une réaction fibreuse au contact des éléments tumoraux. Alors quels sont les diagnostics différentiels à garder à l'esprit quand on pense à un syringome ? On pourrait éventuellement le confondre avec un trichopithélium desmoplastique, tumeur pilaire bénigne que nous avons vu précédemment. Je vous rappelle que dans le trichopithélium desmoplastique, on va aussi avoir des petites travées avec un fond un peu fibreux et des kystes cornés qui ne sont pas présents dans le syringome. Et on aura ici pas, contrairement au syringome, de lumière sudorale, il n'y a pas de tube dans un trichopithélium desmoplastique. On aura aussi un petit peu de granulome éventuellement, un peu de calcification qui ne sont pas des caractéristiques extrêmement spécifiques. De toute façon, ici, dans les deux cas, ce sont des tumeurs bénignes, et donc si vous vous trompez de l'un à l'autre, c'est pas très grave.
sur une tumeur qui va être moins bien limitée, plus infiltrante, les diagnostics différentiels de tumeurs malignes qu'il faut garder à l'esprit sont la carcinome basocellulaire sclérodermiforme. Cette fois-ci, c'est une tumeur qui, là encore, ne va pas former de lumière, hein, le carcinome basocellulaire sclérodermiforme, qui va être beaucoup moins bien limité, infiltré profondément en général. Le carcinome axial microkystique, autre tumeur maligne, présente en général aussi des kystes cornés en superficie comme le trichophytème desmoplastique, mais pas comme le syringome, va être moins bien limité en profondeur, souvent infiltré jusqu'à l'hypoderme et avoir souvent des aspects de lumière sudorale plutôt profonde et d'engainement nerveux. Donc on va voir maintenant l'hydradénome nodulaire. Donc c'est une tumeur bénigne de l'adulte qui se présente en général sous la forme d'un nodule dermique, couleur chair ou érythémateux, assez peu spécifique, hein, comme beaucoup de tumeurs annexielles. C'est une tumeur qui peut exceptionnellement se transformer en tumeur maligne, hein, sous forme d'hydradénocarcinome, mais ça reste une transformation qui est exceptionnelle. Au microscope, c'est une tumeur qui va présenter une silhouette d'architecture qu'on a déjà vue, qui est la même que celle de l'hydradénome poroïde, et qui va se traduire par la présence d'un volumineux nodule dermique, en général solide ou solidikystique. Ce sont des amas qui sont bien limités, non encapsulés, ça peut être de temps en temps connecté à l'épiderme, mais c'est inconstant. À plus fort grossissement, si on s'intéresse à la cellularité de ces tumeurs sont composées d'une association dans des proportions variables de plusieurs types cellulaires, en tout cas de plusieurs morphologies cellulaires, des cellules polygonales et eosinophiles de taille moyenne, des cellules claires, qu'on va revoir ultérieurement, des cellules malpighiennes, là ça n'est pas illustré ici sur cette diapositive, de cellules qui sont parfois mucosécrétantes, mucineuses, et parfois de cellules un peu oncocytaires, c'est un peu plus rare. On pourrait avoir une formation de lumière au sein de la tumeur, et les noyaux tumoraux sont situés à la partie centrale de la cellule, et peut avoir une chromatine qui est soit vésiculeuse, soit souvent plutôt un peu chromatique, assez homogène, assez monomorphe entre les cellules tumorales. Les mitoses sont rares et par définition, dans un érable nodulaire tumeur bénigne, il n'y a pas de pléomorphisme nucléaire. Vous avez ici illustré sur ces deux autres images les variations de cette morphologie cellulaire. Ici une tumeur qui est riche en cellules claires, avec un aspect un peu végétal, ce cytoplasme qui est optiquement vide, et ce noyau assez noir, un peu dense, mais régulier. Et ici, une association entre des cellules un peu de taille moyenne, polygonale et eosinophiles, et des aspects ici avec un peu plus de cytoplasme, et un aspect qui évoque un peu une métaplasie malpighienne à minima. Alors quels sont les variants qu'on peut apprécier dans l'hydradénome nodulaire? Alors il y a un variant classiquement, l'hydradénome nodulaire à cellules claires, c'est simplement quand il y a une forte prédominance du contingent de cellules claires. Voilà, donc il ne faut pas se tromper et partir dans un autre gamme diagnostique, ça n'a pas d'incidence particulière. Et il y a aussi un variant qu'on appelle l'hydradénome nodulaire atypique. C'est un hydradénome qui va présenter, sans pour autant qu'il y ait suffisamment de critères pour parler d'hydradénocarcinome, quelques caractéristiques inhabituelles, notamment une augmentation de l'activité mitotique, la présence focale d'atypicité nucléaire, surtout le pléomorphisme nucléaire. Et ces critères, à minima, c'est un peu discuté dans la littérature, ne sont probablement pas associés à une augmentation significative du potentiel de malignité. En tout cas, c'est probablement très faible. À quel diagnostic différentiel faut-il penser quand on évoque un diagnostic d'hydradénome nodulaire? Le premier, c'est la contrepartie maligne, l'hydradénocarcinome. L'hydradénocarcinome, par définition, c'est une tumeur qui va être plus atypique et qui va être infiltrante. Ici, vous avez l'exemple d'une tumeur axillaire qui a récidivé plusieurs fois après exérèse partielle avec une évolution explosive, des récidives multiples et une évolution métastatique ganglionnaire loco-régionale. Vous voyez une tumeur avec de nombreux amas tumoraux, pas très bien limités, au sein d'une réaction fibreuse. Et vous avez ici l'image d'une métastase, en l'occurrence ganglionnaire, de cette tumeur, dans laquelle on observe une association de plusieurs territoires de cellularité différents, et dans laquelle on va retrouver d'ailleurs nos populations cellulaires. Cette première population cellulaire, ce sont les cellules un peu polygonales de taille moyenne.
Cette deuxième population cellulaire que l'on voit bien ici, ce sont les cellules mucosécrétantes que l'on reconnaît à leur cytoplasme contenant une vacole de mucosécrétion. Troisième population cellulaire, ce sont nos cellules claires ici. Il y avait une activité mitotique dans cette tumeur qui était assez importante et des atypies qui étaient plus marquées dans d'autres champs que je ne vous montre pas. Les autres tumeurs que l'on peut évoquer comme des cycles différentiels, il y a en particulier parmi les tumeurs porales l'hydradénome poroïde, qui a la même silhouette que l'hydradénome nodulaire, mais rappelez-vous, l'hydradénome poroïde, c'est la même silhouette, mais c'est une cytologie poroïde, c'est ça qui fait les différences. Le carcinome épidermoïde, enfin, peut avoir aussi des cellules un peu polygonales et eosinophiles, c'est une de ses définitions, et il va falloir identifier correctement les types cellulaires particuliers de l'hydradénome nodulaire. Alors voyons maintenant le spiradénome. Le spiradénome, c'est encore une tumeur bénigne de l'adulte qui survient sous la forme d'un nodule dermique, peut-être de couleur chair, peut-être un peu rosé érythémateux et peut-être parfois bleuté. C'est une tumeur qui peut être douloureuse et c'est une tumeur bénigne, mais il y a un risque théorique très faible, rare, de transformation en spiradénocarcinome. La survenue de spiradénomes multiples doit faire évoquer un syndrome de Bruch-Spiegler qui est une mutation avec du gène SILD et qui associe donc les spiradénomes, les cylindromes et parfois des trichoblastomes. Le spiradénome au microscope, c'est une tumeur qui va se présenter sous la forme de nodules tumoraux bleus, basophiles, dermiques et bien limités. Ils peuvent être uniques comme à gauche ou multiples comme à droite. À plus fort grossissement, le spiradénome va être caractérisé par deux types de cellules, comme son cousin, le cylindrome, des cellules polygonales qui sont plutôt au centre des amas, par exemple ici, qui ont un cytoplasme qui est un peu plus abondant, plus éosinophile, et qui ont un noyau avec une chromatine un petit peu plus claire, un peu ouverte. Et des cellules plutôt périphériques, en périphérie de ces amas, avec un cytoplasme qui est moins abondant, un peu plus clair, et une chromatine qui est un petit peu plus dense. Parfois, on peut observer des lumières canalaires au centre des amas. Il n'y a pas de pléomorphisme nucléaire, quasiment par définition. L'activité mitotique est en général faible. Et parfois, on peut aussi avoir des peaux membranoïdes hyalins, comme dans le cylindrome. Deux variations morphologiques particulières qu'on peut observer dans le spiradénome. La première, c'est la présence d'un infiltrat lymphocytaire dans les amas épithéliaux qui va venir se rajouter à nos deux types cellulaires existants, les cellules un peu luminales au centre des amas, les cellules périphériques. Et ici, il y a en plus un persillage d'un infiltrat de petits lymphocytes au sein des amas épithéliaux. Deuxième variation morphologique particulière, c'est la présence d'un stroma qui va être soit œdémateux, soit avec des vaisseaux très dilatés et congestifs qui dilacèrent et écartent les cellules épithéliales et peuvent donner des aspects assez particuliers, comme ce qui est illustré ici sur l'image de droite. Quels sont les diagnostics différentiels à garder à l'esprit quand on pense à un spiradénome? Le premier, c'est sa tumeur cousine, le cylindrome. Le cylindrome va être composé des mêmes types de cellules, mais qui vont être par contre agencées dans une architecture différente. Dans le spiradénome, l'architecture est celle de gros amas, uniques ou multiples, et dans le cylindrome, l'architecture est faite de petits amas, agencés les uns contre les autres en pièces de puzzle. On va le revoir. L'autre diagnostic à garder à l'esprit, c'est la contrepartie maligne du spiradénome, le spiradénocarcinome. Le spiradénocarcinome peut se présenter sous plusieurs types de morphologie. Le plus facilement identifiable, c'est cette morphologie avec un contingent de spiradénomes préexistants, ici en périphérie, en haut de l'image, et associé à un contingent de morphologie de plus haut grade, en bas de l'image ici un contingent formant des lumières, avec des cellules qui ont une morphologie beaucoup plus atypique, des cellules avec une chromatine vésiculeuse, des gros nucléoles, et souvent associées à une activité mitotique, et aussi quand un infiltrat inflammatoire lymphocytaire est présent, il y a souvent une perte de l'infiltrat inflammatoire dans la composante maligne. Voyons maintenant le cylindrome, tumeur bénigne de l'adulte, qui va se présenter sous la forme d'un nodule dermique de couleur chair, érythémateux ou bleuté. C'est une tumeur qui est particulièrement localisée au niveau de la tête et du cou, en particulier au niveau du cuir chevelu. Il existe une transformation possible mais exceptionnelle en cylindrocarcinome, sa contrepartie maligne. Là encore, c'est une tumeur qui est associée, quand elles sont multiples, au syndrome de Bruch-Spiegler avec des mutations du gène SILD.
Le cylindrome au microscope, c'est une tumeur qui va se présenter sous la forme de petits amas cellulaires qui sont plaqués les uns contre les autres avec un aspect dit classiquement en puzzle. À plus fort grossissement, au microscope, on retrouve donc cette architecture de petits amas, moulés les uns contre les autres, avec deux types cellulaires qui sont les mêmes types cellulaires qu'on a vus dans le spiradénome, les cellules polygonales au centre des amas, avec un cytoplasme éosinophile un peu plus abondant, un noyau un peu plus ouvert, et des cellules plus périphériques, avec un cytoplasme moins abondant et un noyau plus dense. On a fréquemment un matériel de type membrane basale, safranophile ou éosinophile selon votre coloration, qui va être soit inclus au centre des amas sous la forme de petits cylindres hyalins, soit former un épaississement comme de la membrane basale en périphérie des amas. Ce matériel sera PS positif si vous avez la curiosité de faire une coloration de ce type. On peut avoir de temps en temps des petites lumières canalaires au centre des lobules. L'activité mitotique est en général faible et il n'y a pas de pléomorphisme nucléaire. Quels sont les diagnostics différentiels du cylindrome? Alors le premier, c'est le spiradénome. Vous l'aurez compris, ce sont deux tumeurs qui sont dans un continuum morphologique. Je vous illustre ça ici avec un exemple dans lequel on peut observer dans cette tumeur au niveau de la partie droite un aspect de petits amas, un peu encorbellés et agencés les uns contre les autres en puzzle, qui est un aspect assez typique de cylindrome, et au contraire, à la partie gauche de l'image, un aspect plus massif, avec un volumineux amas qui est plutôt caractéristique d'un spiradénome. Et donc c'est pour vous introduire l'idée que parfois dans la même tumeur on a en fait des deux aspects qui sont juxtaposés l'un à côté de l'autre et que la terminologie de spiradénocylindrome a été proposée pour cet aspect particulier. Cet aspect particulier de chevauchement est un peu plus observé en association avec le syndrome de Bruch-Spiegler. L'autre diagnostic différentiel, c'est la contrepartie maligne, le cylindrocarcinome ou cylindrome malin. Et dans cette tumeur, le diagnostic va reposer sur la présence d'atypie, d'une activité mitotique et une mauvaise délimitation de la tumeur.